De la façon qu'on va fonctionner aujourd'hui, c'est que nous, on a créé une classe Classroom, puis on va vous inviter tantôt. Mais faites pas de manipulation tout de suite, puis on va vous expliquer pourquoi. Donc, la première étape, si vous voulez vous ouvrir un autre onglet à côté de votre fenêtre Meet, vous allez ouvrir une page à Google, soit google.ca, soit google.com. Puis en haut à droite, là, vous voyez présentement mon icône. Donc, c'est parce que je suis connecté. Là, pour que tout se passe bien, il faut juste s'assurer qu'on est sur le bon compte. Donc, si jamais vous avez un Gmail ou vous avez un autre compte Google avec une autre adresse, un autre domaine, je vous conseille fortement de déconnecter tous les comptes. Si vous cliquez sur votre icône, puis vous faites se déconnecter de tous les comptes en bas, donc vous déconnectez tout, puis après vous reconnectez seulement CS Capital. Donc là, on va bien partir, on va s'assurer qu'on est tous sur le domaine CS Capital. Je sais que certaines écoles qui ont des domaines à côté de CS Capital, entre autres les MOAC, ou je pense qu'à Neuchâtel aussi, il y avait le département d'arpentage qui avait un domaine. Donc, si vous voulez vous connecter à votre domaine parce que c'est là que vous allez travailler, libre à vous, il n'y a pas de problème. En passant, la petite parenthèse, pourquoi il y en a qui avaient de la misère à rentrer ce matin, c'est que si vous êtes connecté au préalable à votre adresse CS Capital, vu que cette présentation-là est dans le domaine CS Capital, vous rentrez directement. Mais si vous n'êtes pas connecté à CS Capital, ben vous l'avez vécu probablement, certains, là. Vous entrez votre prénom, votre nom, puis nous, ça nous donne un pop-up. Donc, est-ce que vous acceptez telle personne parce qu'elle est hors domaine? On vous a tout accepté, puis vous rentrez. Donc, une fois que ça c'est fait, si vous êtes tous déconnectés à tous vos comptes, puis vous connectez à votre compte CS Capital, vous devriez voir soit l'image que vous avez configurée dans votre compte en haut à droite ou un cercle de couleurs avec la première lettre de votre prénom. Donc, ça vous indique que vous êtes bien connecté à CS Capital. Ça va? Deuxième chose, on va, lorsqu'on utilise Classroom, en fait, je vais vous expliquer un petit truc, c'est que, puis on n'est pas sûr à 100%, mais on l'a déjà vécu, fait qu'on ne prendra pas de chance ce matin pour que tout se passe bien. C'est si vous n'avez jamais utilisé Classroom, puis vous l'ouvrez pour la première fois, quand vous cliquez sur le plus pour ajouter ou vous joindre à une classe, assurez-vous en tant qu'enseignant que la première commande que vous allez faire, ça va être de créer une nouvelle classe, même si on ne l'utilise pas ce matin. Parce qu'on a déjà vu des profs qui se connectaient à Classroom, puis la première chose qu'ils faisaient, ils faisaient joindre une classe en tant qu'élève, une classe d'un confrère ou d'une consoeur. Puis à partir du moment où est-ce qu'on rentre comme élève la première fois, en tout cas, on a déjà vécu le fait que la possibilité de créer une classe disparaissait. Pour pas qu'on ait de problème. Donc, vous voyez toujours ma fenêtre. Je vais aller dans Classroom, donc classroom.google.com. Vous allez rentrer dans Classroom. Là, j'ai 4 classes, là, mais c'est normal si c'est votre première ouverture qu'il n'y a rien. Si vous cliquez sur le plus en haut à droite, vous devriez voir les deux options, rejoindre un cours et créer un cours. Assurez-vous de faire créer un cours. Donnez-y un nom bidon. Au pire, on l'effacera après, c'est pas très grave. C'est juste comme pour activer votre statut d'enseignant. Donc, une fois que vous allez avoir un cours de créer, vous pouvez le laisser là pour là. Vous allez recliquer sur le plus, puis là, on va rejoindre le cours. J'ai un cours de créer. Dans le fond, tous les participants vont se joindre à cette classe-là qui est virtuelle. Donc, quand vous allez regarder mon écran, vous allez voir le côté enseignant, puis on va vous faire des présentations. Puis en même temps, si vous avez un autre onglet à côté ou si vous avez une autre fenêtre à côté, les deux fenêtres en même temps dans votre écran, vous allez être capable de voir le côté étudiant, ce que l'étudiant voit. Puis à la fin du cours, ben là, ça va être libre à vous de créer une classe puis de commencer à travailler là-dedans. Première chose, vous faites créer un cours, vous donnez un nom au cours, les 3 autres champs ne sont pas obligatoires, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Faites juste OK jusqu'à temps que la classe soit créée. Vous pouvez revenir à la fenêtre principale de Classroom, puis vous devriez voir la classe que vous avez créée. Une fois que ça est fait, moi, je vais ouvrir la classe qu'on va utiliser ce matin, qui s'appelle Formation G Suite pour SFPEA. Donc, pour joindre cette classe, donc là, on va vous voir apparaître. Pour joindre cette classe, il y a 2 façons qu'on peut utiliser pour joindre une classe dans Classroom. La première, celle qu'on va utiliser ce matin, c'est que je vais vous partager un code. Quand vous allez faire joindre la classe, vous allez entrer ce code-là. La deuxième façon,
c'est d'avoir la liste de vos élèves puis de les inviter. Ils vont recevoir des invitations par courriel, ils font accepter l'invitation puis apparaissent dans votre classe. Donc, les deux façons sont quand même assez simples. Je vous dirais que le code, ça va très bien. Tu sais, à matin, ça va bien aller. Puis si vous êtes en classe, maintenant avec un nouveau groupe, vous connaissez personne, vous affichez le code en avant, ben tous les élèves peuvent joindre votre classe d'un coup. Donc, ça rend le processus quand même simple, de façon assez simple. Si vous n'êtes pas à l'école, puis par exemple, vous créez votre classe un samedi après-midi, ben si vous avez la liste de vos élèves, vous pouvez les faire joindre par courriel. Donc, fait que là, vous voyez, moi et Karine, on est enseignants dans cette classe-là, puis là, vous entrez tous un par un. Parfait. On va commencer tout de suite à parler des comptes. Présentement, là, on va partir avec la mauvaise nouvelle tout de suite, mais vous allez voir, ça devrait se régler dans les prochains jours. C'est que la situation fait en sorte que en FP, vu qu'il y a des entrées un peu à différents moments dans l'année, il y a certains élèves qui ont peut-être de la misère à se connecter à leur compte CS Capital. On est au fait de ça, les services informatiques sont au fait de ça, puis j'ai comme l'impression qu'il y a des discussions avec la GRIX. Je vous fais un résumé, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau dossier d'élèves en FP, la GRIX va créer son compte. Donc, il va lui donner une adresse a-commercial-educ.cscapital.qc.ca avec un mot de passe associé. Le problème qu'on a présentement, c'est que certains élèves n'ont pas ce mot de passe-là puis ne sont pas capables de se connecter. Une des façons qui règle ce problème-là, c'est que une ou deux ou trois fois par année, les services informatiques resettent tous les mots de passe de tous les élèves de la CS Capital. Là, je parle seulement des adresses a-commercial-educ.cscapital.qc.ca. Donc, on parle du même domaine que votre adresse CS Capital. Donc, cette adresse-là permet aux élèves de joindre votre classe Classroom dans le même domaine parce que un élève qui a une adresse autre que CS Capital, mettons, je sais pas, hotmail.com ou peu importe, ne pourra pas joindre une classe qui est dans le domaine ACS Capital. Puis c'est des raisons de sécurité, c'est normal. Donc, faut absolument que vos élèves aient leur adresse Éduc CS Capital. En août, si je me trompe pas, 2019, puis en février dernier, donc février 2020, les services informatiques ont reseté les mots de passe de tous les on va y aller par bâtiment dans le fond, parce que c'est les centres de formation. Au moment où est-ce que, lorsque les services informatiques resettent les mots de passe, le mot de passe prend la forme de numéro de fiche, qui est 7 chiffres, mois de naissance, 2 chiffres, puis jour de naissance, 2 chiffres. Donc, théoriquement, si un élève était inscrit avant février, s'il a suivi un module, par exemple, cet automne, son mot de passe devrait avoir ce format-là. Numéro de fiche, mois de naissance, jour de naissance. Donc, ça donne un mot de passe de 7 plus 4, donc 11 chiffres. Ça devrait fonctionner. Ceux qui ont joint un groupe ou qui ont débuté une formation après février ont un autre format de mot de passe. Puis, présentement, on n'est pas capable d'y accéder ni de les resetter. C'est le problème qu'on a. Puis, il y a des gens qui sont en train de travailler là-dessus. Donc, les prochains jours, ce problème-là devrait être réglé. Je vais m'arranger avec Jean-Simon Jean-François pour afficher cette information-là sur le site que vous utilisez pour les formations dans les prochains jours, aussitôt qu'on va avoir des nouvelles là-dessus. Sinon, contactez vos directions, restez en contact avec vos directions, on va avertir toutes les directions quand ce problème-là va être réglé. Donc, ce matin, ça se peut que si vous créez une classe Classroom, qu'il y ait certains de vos élèves, entre autres ceux qui se sont inscrits après février, qui ne soient pas capables de se connecter à leur CS Capital, donc d'accéder à votre Classroom. C'est normal, OK? Mais ceux qui ont des élèves qui sont inscrits depuis avant février ne devraient pas avoir de problème avec le format du courriel, pas du courriel, mais du mot de passe. Je le répète, dans le fond, c'est le numéro de fiche, le mois de naissance, puis le jour de naissance. 2 caractères chaque. Ça fait 11 au total. D'abord? Donc, c'est pas le meilleur des mondes, mais on va le régler. Puis vous allez voir que ça vaut la peine d'attendre une couple de jours que le problème se règle pour utiliser Classroom, qui est vraiment un outil hyper performant. Puis vous allez probablement beaucoup l'apprécier si vous ne le connaissez pas du tout. Je vais revenir à l'écran d'accueil de Classroom. Comme tous les services de Google, vous pouvez
L'adresse est toujours ce format-là, là, classroom.google.com. Si vous allez dans Agenda, c'est agenda.google.com. Vous allez dans le Drive, c'est drive.google.com. Donc, c'est des raccourcis. Sinon, en haut à droite, les 9 petits points, là, l'espèce de petite grille, si vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes les applications de la suite Google et plus, dans le fond. Toutes ces applications-là sont toutes connectées au moment où est-ce que vous allez sur google.com ou google.ca puis vous connectez à cet endroit-là. Tout le reste va être connecté, donc on ne vous demandera plus de mot de passe. Jusqu'au vendredi suivant, les enseignants, la session est déconnectée automatiquement à tous les vendredis. Il me semble que c'est le vendredi, mais en tout cas, c'est une fois par semaine. Donc, c'est normal. Les élèves, c'est une fois par jour. Pour des raisons de sécurité, pour pas qu'ils restent connectés à différents appareils puis qu'on ait des problèmes de sécurité. Donc, vous voyez la classe qu'on a créée ici, formation G Suite, on est 41, il y a 41 élèves, je l'ouvre. On va commencer justement par comment on garnit notre classe ou comment on invite les gens. Là, vous avez déjà une bonne idée. Si je clique, pour la vision enseignant, il y a 4 onglets en haut, flux, travaux et devoirs, personnes et notes. Donc, là, j'ai cliqué sur personne, c'est là qu'on voit l'ensemble des personnes qui sont dans la classe. OK? Donc, on peut être plusieurs enseignants, on peut collaborer. Je sais que ça peut être tentant de dire, on est 3 profs qu'on donne le même cours, on va tous faire ça dans la même place. Je ne vous conseille pas. Puis, je vais vous expliquer. Puis, de toute façon, vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va en parler, là. Encore là, c'est un conseil. Là. Vous faites ce que vous voulez, là, mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est à chaque fois que vous donnez un nouveau module, vous créez une nouvelle classe. OK? Donc là, vous voyez que les 2 enseignants, Daniel Baudouin et Karine Riley, puis tout le monde est élève. Donc, si vous avez un autre onglet à côté, vous voyez, vous avez accès à ça aussi. Vous voyez que dans le côté enseignant, on a la possibilité d'inviter les tuteurs légaux pour les enfants. Ben, les jeunes qui sont mineurs. Donc, on pourrait inviter le tuteur légal, donc un des parents ou on peut en inviter plusieurs aussi, donc ça pourrait être les 2 parents. Qu'est-ce que ça permet? Ben, ça permet une communication avec les parents, puis ça permet aussi d'activer une fonctionnalité dans Classroom qui s'appelle résumé hebdomadaire, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, ce que ça fait, c'est que si, par exemple, l'élève est présent dans, on va dire, 4 classrooms différentes, parce qu'il suit 4 modules en parallèle, c'est un exemple, Classroom peut faire un résumé de tout ce qui se passe dans ces 4 modules différents, puis d'envoyer ce résumé-là aux parents. Donc, pour dire, par exemple, dans le module de santé et sécurité, cette semaine, il a fait tel travail, il a réussi, ça a bien été. La semaine prochaine, dans tel module, il s'en vient tel travail. Oups, il y a un retard à telle place. Donc, c'est un résumé. Le résumé est disponible si vous allez sur la page de l'Octet, puis vous allez dans notre section auto-formation, Classroom. On a les liens. De toute façon, dans les fichiers d'aide aussi de Google, vous avez les liens pour... il vous montre un exemple, je pense qu'il est en anglais, là, mais ça donne un bon exemple de quel genre de résumé qui peut être envoyé. Donc, possibilité d'inviter les tuteurs légaux. Daniel, je vais ajouter, si tu permets, que ce qui est important de savoir aussi, c'est que les tuteurs légaux n'ont pas accès à votre cours Classroom. C'est pas parce qu'on l'invite au cours qu'il peut entrer dedans puis voir ce que vous avez mis là. Au contraire, dans le fond, ce que ça fait, c'est juste qu'il va recevoir un courriel automatique général à la fin de la semaine ou selon ce qu'il aura configuré comme tuteur. Puis, c'est ça, fait qu'il va juste voir ça. Dans le fond, il va voir ce qui est à faire, ce qui est en retard, puis tout ça, mais il n'a pas du tout accès à votre cours. Exactement. C'est vrai, c'est important. Puis ça, c'est à vous de le configurer. On va le voir tantôt dans les configurations. C'est à vous. Si vous voulez le mettre à off, vous le mettez à off. Puis vous n'êtes pas obligé d'inviter les tuteurs légaux non plus. Là. Ça peut se passer seulement entre vous et vos jeunes, puis ça va bien fonctionner. Je veux juste faire une petite parenthèse pendant que j'y pense, parce que j'ai parlé de l'aide de Google. Je le dirai jamais assez. Aide Google. Prenez l'habitude, c'est un bon réflexe à développer, d'utiliser les fichiers d'aide de Google. Ils sont toujours à jour, sont en français, sont super bien faits. Tous les aspects de tous les outils de Google sont touchés. Si, par exemple, j'ouvre l'aide de Classroom, en fait, là, vous voyez, j'ai écrit aide Google, mais si, maintenant j'écris aide Google Classroom, je vais tomber directement. Le premier résultat, c'est l'aide de Classroom. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser ça. Tout est là. Tout est bien fait. Je vous dirais que si vous levez un matin puis vous constatez qu'il y a une nouvelle fonctionnalité à quelque part, vous allez voir dans les fichiers Google, c'est des fichiers d'aide, c'est déjà là. Donc, c'est toujours bien à jour. Ils sont vraiment bons là-dedans, le Google. Ils font attention.
Fait que ça peut vous sauver la vie à quelques reprises. Utilisez-les. Vous n'êtes pas obligé de... Dans le fond, l'adresse est support.google.com, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc, si vous allez sur Google, puis vous écrivez « Aide Google », puis mettons le nom de l'outil que vous utilisez, puis vous pouvez ajouter un autre mot pour une fonctionnalité précise, vous allez tomber directement dans les bons endroits. OK, on revient dans notre classe. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça pour garnir sa classe. Je vous rappelle qu'il y a deux façons d'ajouter des élèves, soit des invités par courriel si vous connaissez leur courriel, ou soit d'afficher le code de la classe. Je reviens dans l'accueil principal, dans le fond, dans le flux. En haut à gauche, vous avez le code. Donc, quand vous êtes en classe, un nouveau groupe, vous affichez ça, il rentre. Puis, en passant, j'imagine que vous en doutez, mais dans Classroom est disponible, c'est multiplateforme. Ça veut dire que tous les élèves qui ont un téléphone dans leur poche, il y a juste à aller dans Classroom ou d'installer l'application Classroom, d'entrer ce code-là, faire joindre une classe, évidemment, entrer ce code-là, puis ils vont être dans votre classe. Donc là, on vient d'éliminer plein d'alibis de « Ah, je savais pas », ben tout se passe dans Classroom, ils n'ont plus de raison de dire qu'ils ont manqué quelque chose, tout est là. Donc, si on le fait une fois, puis après, c'est terminé, donc la classe va être là. À la fin de votre module, quand tout va être fini, vous pouvez archiver, dans le fond, votre cours. Il va disparaître de l'interface de Classroom, mais tous les fichiers, puis tout ce que vous avez fait n'est pas perdu, se retrouve dans un répertoire dans votre Drive qui est attitré à votre cours, qui est créé automatiquement en passant. Vous allez voir que Classroom est quand même bien fait. Puis ce qu'il y a de le fun, c'est que Classroom gère votre Drive en arrière, gère les droits d'accès. Donc, si vous êtes déjà à l'aise dans le Drive avec les droits d'accès, si vous étiez avec nous mardi, tout ce qu'on a fait là est encore bon, évidemment. Mais quand on utilise Classroom, on n'a comme pas à se soucier de ça parce que c'est Classroom qui va s'occuper des droits de partage, des droits d'accès, etc. Puis même chose pour le calendrier, parce qu'il va y avoir un calendrier qui est automatiquement créé pour votre module, votre cours, la classe, dans le fond. Puis tout le monde en a accès. Là, donc, quand le cours, le code que vous avez entré, dans le fond, vous êtes entré dans ce cours-là en mode élève. Donc, les 3 onglets auxquels vous avez accès, c'est flux, travaux et devoirs, puis personnes. L'onglet notes est disponible dans le compte enseignant seulement. Donc, pour l'instant, seul Daniel et moi sommes enseignants du cours dans lequel vous êtes inscrits. Donc, vous ne verrez pas l'onglet notes, mais quand vous allez créer un cours dans Classroom vous-même, vous allez voir l'onglet notes. Là. Dans le fond, là, ce qu'on a fait ce matin, c'est que dans la présentation Meet, c'est le mode prof parce qu'on voulait que vous le voyiez. Puis, le cours dans lequel vous êtes entré avec le code, là, vous êtes en mode élève dans ce cours-là. Parce que quand on donne les formations Classroom, on a toujours les 2 écrans en parallèle, toujours le mode prof puis le mode élève pour qu'on puisse comparer puis vous montrer ce que vos élèves vont voir puis ce que vous, comme prof, vous allez voir. Ce qu'on va faire présentement, on va aller voir les paramètres, OK? Puis là, vous ne l'avez pas de votre côté. Vous n'aurez pas les mêmes choses, c'est normal. Donc, du côté enseignant, si je clique sur l'espèce de petite roue dentée, en haut à droite, si je clique là-dessus, je tombe dans les paramètres. Il n'y en a pas tant que ça de paramètres pour une classe Classroom. Donc, les 5 premiers champs, le premier est obligatoire, c'est le nom du cours. Puis, les 3 autres, ben, dans le fond, c'est vous pouvez donner une description. Tout ça est facultatif. Vous pouvez section, salle, objet. Pardon. Donc, c'est une façon un peu de classer vos affaires, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas tant de configuration que ça. On va les passer un par un, on va regarder ça. Donc, le code du cours est toujours disponible. Donc, vous l'avez dans les paramètres, mais vous l'avez dans l'écran principal où est-ce que je vous l'ai montré tantôt. Les paramètres, dans le fond, qu'est-ce qu'on permet de faire aux élèves dans le flux? Donc, deuxième configuration. Là, c'est plate un peu, on ne voit pas toutes les phrases, mais on vous le résume. Dans le fond, c'est que vous pouvez permettre aux élèves d'écrire dans le flux. Parce que le flux, là, si maintenant je reviens, là, le flux, dans le fond, c'est comme une page Facebook, si on veut, un fil d'actualité. Okay? C'est ce qui se passe dans la classe. Donc, c'est le flux qui rend la classe vivante. C'est là que les gens communiquent. OK? Donc, si on va faire des tests tantôt, je vais écrire des choses, vous allez répondre, etc. Donc, dans les paramètres, cette configuration-là, c'est qu'on a 3 niveaux de possibilités pour les élèves. Donc, les élèves peuvent publier des posts et des commentaires.
On le voit pas tout, là, ce qui est écrit à l'écran, là, mais dans le fond, c'est qu'on donne un droit complet à nos élèves. En FP, ça peut être correct. Là, je pense pas que ça dérape. Des fois, au primaire, c'est une autre affaire. Le deuxième, c'est les élèves peuvent uniquement ajouter des commentaires. Donc, c'est le prof qui peut partir des discussions, puis l'élève peut commenter, mais il peut pas partir des discussions. Puis le troisième, seul l'enseignant peut publier et écrire des commentaires. Donc, c'est seulement l'enseignant qui écrit dans le flux. Ça peut être ça aussi que vous décidez de faire, dépendamment de vos groupes, vous les connaissez. Mais il y a moyen d'interagir. On va aller faire des petits exemples après, ce sera pas très long. Travaux et devoirs sur le flux. Donc, afficher les notifications réduites, afficher les pièces jointes et les détails, puis masquer les notifications. Dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'est-ce que je veux afficher dans le flux lorsque l'enseignant partage un devoir ou donne un devoir ou un travail à faire. Donc, puis ça, je vais vous laisser expérimenter, mais dans le fond, vous avez l'affichage réduit, je pense qu'il est là par défaut, je n'y ai pas touché. Donc, qui avertit l'élève, puis il se passe de quoi, puis il y a un devoir qui s'appelle avec un nom, mais il n'y a pas de détails. Donc, on peut afficher les détails ou on peut carrément tout bloquer ça. Donc, masquer les notifications, ce qui n'est pas vraiment l'idéal, mais à ce moment-là, si vous faites ça, avertissez vos élèves d'aller toujours consulter la section travaux et devoirs. Afficher les éléments supprimés, on peut les mettre à on ou off. Seuls les enseignants peuvent voir les éléments supprimés, évidemment, donc les élèves ne pourront pas. Résumé destiné au représentant légal, c'est ce qu'on parlait tantôt. Donc, je peux le mettre à on ou je peux le mettre à off. Là, je vais le mettre à off pour pas que vous receviez un résumé à la fin de la semaine, mais vous pouvez le mettre à on. Puis, vous voyez un lien affiché, un exemple, je me rappelais plus qui était là. Si vous cliquez dessus, ça ressemble à ça, un résumé. Donc, vous avez le nom de la classe. Là, il est en anglais, là, mais missing from last week. Donc, qu'est-ce qui a pas été fait la semaine passée? Qu'est-ce qui est dû pour la semaine prochaine? Puis, vous voyez une autre classe. Puis ça peut être des profs séparés, là. OK, ça peut être des profs différents qui utilisent Classroom, puis le parent va recevoir un courriel qui va donner un portrait d'ensemble de tout ce qui est fait à l'école par son enfant. Voilà. On est rendu en section Meet. Ça, c'est nouveau de la semaine passée ou de 2 semaines. Ça fait pas très longtemps. Là, c'est pendant le confinement. Google est très actif au niveau de Meet depuis le début du confinement parce qu'ils se sont probablement rendus compte que Zoom prenait beaucoup de place. Puis on dit là, il faut aligner nos flûtes. Donc, Meet étant l'outil qu'on utilise présentement, qui est l'outil de vidéoconférence de Google, cette fonctionnalité-là, vous allez voir, c'est très, très simple, permet de générer un lien Meet, parce que vous savez qu'une conférence Meet, comme on suit présentement, dans le fond, ça s'identifie seulement par son lien. Si vous regardez en haut de la fenêtre de votre Meet, là, vous allez voir meet.google.com, /, puis une espèce de code, 3 paquets de lettres avec des tirets, là. Donc, ça, c'est le lien de votre rencontre. Si vous faites générer un lien Meet dans les paramètres de Classroom, puis que visible par l'élève est coché, donc, ce que ça dit, vous voyez que le lien Meet vient d'être créé. OK? Au moment où est-ce que vous mettez l'interrupteur à on, je vais fermer les paramètres, je fais enregistrer. Quand on revient dans notre classe, vous voyez que dans le flux, il y a un lien Meet qui vient d'apparaître. OK? Donc, si en tant que prof, vous cliquez là-dessus, vous allez rentrer dans une salle, peut-être pas le faire tout de suite, là, mais vous allez rentrer dans une salle, probablement que vous allez être tout seul là. Sauf que tous les élèves qui vont se joindre à votre cours, donc qui vont rentrer dans la Classroom, vont voir le lien, cliquent dessus, puis ils tombent en vidéoconférence comme on fait présentement. Donc, c'est quand même assez simple. On n'a comme pas besoin de se donner vraiment de rendez-vous. Ben, en fait, faut savoir à quel moment qu'on se rejoint là. Mais si vous dites, par exemple, à vos élèves, bon, ben jeudi soir à 7 heures, on se rejoint là, puis on va, je sais pas, peut-être pas le meilleur moment, jeudi soir à 7 heures, là, mais mettons jeudi matin à 10 heures. Donc, on se rejoint dans la classe, puis on va se parler. Ben, l'élève ouvre son Classroom. Si vous avez activé le Meet, il va apparaître là, il clique dessus et c'est fait. Donc, tout le monde va se rejoindre. Si je retourne dans les paramètres, puis je vais enlever, dans le fond, visible par l'élève, je peux garder la même adresse si l'adresse devrait rester active. Si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez la resetter, réinitialiser, il va créer une nouvelle room, mettons 2 jours plus tard, là, puis vous la rendez visible. Donc là, j'ai enlevé la visibilité, je fais enregistrer, je reviens dans le flux, le lien a disparu. Donc, le prof n'est pas disponible. Fait que théoriquement, quand vous êtes connecté, si vous vous dites, bon, ben, je me rends disponible pour mes élèves,
vous activez le lien Meet, les élèves le voient. Si vous désactivez le lien Meet puis que l'élève va dans la classe, tout est accessible, mais la rencontre virtuelle est plus accessible, tout simplement. Ça marche? On va terminer les paramètres de la classe. Donc, notation. Je ne sais pas si vous avez, en tout cas, si vous voulez qu'on en parle en détail, je pense qu'on va passer un petit peu plus vite sur tout ce qui est notes parce que, on va en parler quand même, là, mais on s'entend qu'en FP, vous avez une évaluation sommative par module. Donc, pas Meet, mais Classroom ne sera pas nécessairement, en fait, ce ne sera pas l'outil qui va vous permettre d'évaluer sommativement vos élèves. Si vous voulez faire des formatifs, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, parce qu'il y a toujours moyen, quand vous donnez un travail ou un examen, entre guillemets, informatif, il y a toujours moyen de ne pas noter. Donc, vous pouvez les utiliser. Mais sachez que Classroom gère les notes, compile les notes. Quand on dit les compile comme automatiquement. Là, par exemple, vous donnez un travail qui va être noté, vous faites votre pondération question par question. La note, là, je résume, là, il y a plus de détails que ça, là, mais la note globale va s'amasser dans la grille du cours, puis toutes les notes du cours vont être compilées. Donc ça fonctionne quand même bien, mais la réalité étant ce qu'elle est en formation professionnelle, c'est pas nécessairement l'outil que vous allez utiliser le plus, mais sachez que ça se fait. Donc, calcule la note globale. Là, présentement, j'ai pas de note globale, mais je pourrais avoir le total des points ou la pondération par catégorie, montrer la note globale à l'élève. Donc, on peut la cocher ou on peut y montrer pour savoir où est-ce qu'il est rendu. Catégorie de notes, donc on peut gérer les catégories. Fait que vous voyez qu'il n'y a pas tant de configuration que ça à l'intérieur d'une classroom. C'est quand même simple d'utilisation. Puis, je vous invite à faire des tests si jamais qu'il y a des choses qui vous intriguent. En fait, vous utilisez les fichiers d'aide, n'oubliez pas, tout est là, tout est bien expliqué. Parce que Classroom, dans le fond, dans les derniers jours, j'ai eu des discussions avec des enseignants qui disaient « J'ai pas besoin de Classroom, j'ai Google Sheets ». Ouais, c'est pas tout à fait la même affaire, puis je veux juste en discuter un petit peu avec vous. Un Google Sheet, ça le dit, c'est un site web. C'est un bel outil pour transmettre l'information, mais c'est one-way. C'est de l'enseignant vers l'élève. Il n'y a pas de rétroaction. Il peut en avoir avec des fonctionnalités bien particulières, mais de façon générale, un site web, c'est pour transmettre l'information. En fait, un Google Sheet. Si en formation professionnelle, là, dépendamment de vos programmes puis dans quel métier vous enseignez. Si, par exemple, vous avez beaucoup de fiches de spécification ou de documents à transmettre, Classroom permet évidemment de partager de la documentation, mais un site pourrait avoir une plus-value dans le sens que si vous avez 50 PDF à partager puis les mettre en catégorie, tout ça, vous pouvez faire un Classroom, puis pas un Classroom, un site, puis de le partager dans Classroom, il n'y a pas de problème. Mais la philosophie générale de Classroom, c'est que c'est le point central d'une classe. Autant la vie, la communication des deux bords, entre les élèves aussi, la vie d'une classe, dans le fond, se passe dans le Classroom. OK? Donc, si par exemple, là, je suis dans le flux, si je vous écris un petit message, je vais marquer bonjour à tous. Puis là, vous voyez que j'ai deux configurations. Vous voyez que je peux écrire ce message-là dans plusieurs cours en même temps. Là, je vais l'écrire seulement dans notre formation ici. Puis là, je le partage à tous les élèves, mais je pourrais décider à qui je l'écris. OK? Ces fonctionnalités-là sont à plusieurs endroits dans Classroom. Donc, on peut toujours personnaliser qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, vous avez un élève qui est en difficulté, vous voulez y ajouter quelque chose juste pour lui, soit de la documentation ou un petit travail à faire en supplément. Il y a toujours moyen, vous le faites normalement, mais vous le partagez pas à tout le monde, vous le partagez à un ou quelques élèves. C'est la même affaire dans le flux, juste pour écrire. Puis vous voyez que là, j'écris bonjour à tous, j'ai un bouton ajouter, je peux ajouter un lien vers un drive, un dossier ou un fichier, un lien vers une page web, un fichier, donc joint, ça peut être un PDF ou autre chose, puis un lien YouTube. OK? Donc, c'est quand même intéressant. Je pourrais écrire « Hey, avez-vous vu telle vidéo sur YouTube qui parle de ce qu'on a parlé en classe la semaine dernière? » Donc, je pourrais ajouter un lien YouTube, puis je fais publier.
Puis là, les gens vont pouvoir répondre. Vous voyez qu'à côté du bouton publier, il y a une petite flèche. On va la retrouver à plusieurs endroits, cette petite flèche-là. Ça permet toujours de publier maintenant, programmer, donc dire ce message-là, je veux qu'il sorte lundi matin à 8 heures. Donc, pour tout le monde, en fait, pour tout le monde, ça dépend qui j'ai sélectionné en haut. Puis, enregistrer le brouillon. Enregistrer le brouillon, c'est que mon message va tomber gris, puis il est comme en attente. Il n'est pas programmé pour être publié. Je vais pouvoir le réouvrir puis le publier au moment que je veux ou le programmer. Mais dans le fond, c'est comme j'ai eu une idée, j'ai écrit quelque chose, mais je veux pas le partager tout de suite. Évidemment, les brouillons, les élèves ne les voient pas. Donc, je vais faire publier, puis le message va apparaître. Donc là, vous venez de voir, dans votre flux, peut-être rafraîchir la page, mais je pense que ça apparaît automatiquement. Donc, vous voyez mon message, puis vous avez la possibilité de commenter. Si je ne me trompe pas, je vais retourner voir dans un config là, que j'ai pas fait d'erreur. Les élèves peuvent publier, commenter, oui. Donc, vous pouvez commenter à partir de maintenant. Donc, ça permet une discussion avec sa classe, avec l'ensemble de sa classe ou certains élèves. Oh, mon téléphone vient de partir en fou. Je reçois une notification sur mon téléphone par réponse. Vous voyez que la discussion est partie, puis l'enseignant peut participer à cette discussion-là, évidemment. Donc, c'est ça le paramètre qu'on avait d'un paramètre tantôt qui nous permettait de dire, bon, l'élève a le droit seulement de répondre, c'est ce que vous êtes en train de faire, ou de partir de nouvelle discussion, ce que vous pouvez faire présentement d'après les configurations. Si vous cliquez en haut complètement, je ne sais pas si c'est la même chose qui est écrit de votre bord, là, partager une information avec votre classe. Donc, vous allez partir d'une nouvelle conversation. Vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps, mais on remarque que ce n'est pas très grave. Puis, il y a possibilité aussi de tout barrer ça, puis que votre fil, le flux, dans le fond, qui est le fil d'actualité, vous appartienne en tant qu'enseignant, puis les élèves n'écrivent pas. Peut-être pas l'idéal, parce que la philosophie de Classroom, c'est d'avoir un dialogue avec ses élèves, là, mais on peut comprendre que dans certains cas ou avec certains groupes, on pourrait dire que c'est peut-être mieux de garder ça plus fermé pour pas que ça dérape. Donc, ça marche-tu? Tout le monde a... Et voilà. Donc, vous avez partie des nouvelles conversations. Là, vous voyez que je peux répondre. Je ne répondrai pas à tout le monde, là, mais vous voyez que l'enseignant peut répondre à une nouvelle conversation. Ça marche? Donc, vous devriez tous voir, un élève voit ce qui se passe dans le flux d'actualité. Ouais, Denis dit qu'il a reçu le flux de la conversation sur son cellulaire. Donc, si vous avez déjà installé Classroom sur votre téléphone ou votre tablette, ben oui, c'est normal que vous receviez des notifications. Puis, vous pouvez gérer ces notifications-là de la façon que vous gérez les notifications de n'importe quelle application que vous avez sur votre appareil mobile. Il n'y a pas de problème. Ça marche? On passe à d'autres choses? Donc, là, c'est vraiment ce qui se passe dans la classe. OK? Autre chose, là, c'est pas seulement, ça sert pas seulement à communiquer directement comme ça. C'est que si vous partagez, on va le faire tantôt, si vous partagez un devoir ou un travail, la nouvelle va sortir dans le flux d'actualité. Donc, l'enseignant vient de partager un devoir qui est à remettre pour vendredi prochain ou vendredi cette semaine, puis ça va apparaître dans le flux d'actualité. Fait que s'il y a un élève qui a une question puis il répond dans le flux d'actualité sur la publication du devoir, on va le faire tantôt, ça peut partir des discussions, puis vous répondez pas 15 fois à la même question. Les élèves ont accès aux questions des autres élèves, donc vous êtes capable de spécifier ou de clarifier quelque chose. Ça marche? Vous voyez qu'à gauche, ici, il y a un petit carré, il est marqué « Avenir », aucun devoir à remettre dans les jours qui viennent. Si vous faites tout afficher, je pense pas que j'en ai présentement, il n'y en a aucun. OK. C'est comme, justement, c'est un rappel, j'allais dire un reminder, donc un rappel de ce qui s'en vient, donc pour l'élève et pour le prof aussi. Donc, ça permet de rester à jour. Donc, l'élève va se faire avertir que, tu as un travail à remettre pour vendredi. Donc, ça peut être pratique. Donc, ça, ce qui va apparaître là-dedans, présentement, il n'y a rien. Là, on va aller dans Travaux et devoirs. Donc, c'est ça qui va apparaître là. Donc, tout ce qui est Travaux et devoirs. Donc, Travaux et devoirs. Donc, l'onglet flux, c'est vraiment tout ce qui est communication et la vie de la classe. Travaux et devoirs, c'est là qu'on rentre dans le cœur de l'outil lui-même. C'est là où est-ce que va être déposé autant de la documentation,
Puis quand on dit de la documentation, c'est n'importe quelle forme, là, des images, des PDF, des vidéos, peu importe, que les travaux à faire, les devoirs à faire. Donc, tout va être là. OK? Donc, vous voyez un peu comment ça s'affiche. Probablement que ça s'affiche de la même façon que vous, de votre côté, dans la vue élève. Si vous remarquez, là, j'en ai pas mis beaucoup, là, mais vous voyez que dans ma catégorie en bas qui s'appelle Google Sites, donc c'est ce qu'on va faire cet après-midi, moi et Karine, vous êtes les bienvenus. Vous voyez que moi, j'ai quelque chose en gris, puis probablement que vous le voyez pas. Donc, c'est un brouillon. OK? Donc, avez-vous apprécié cette présentation? J'ai juste posé une petite question, mais je l'ai enregistré en tant que brouillon, je ne l'ai pas publié. Donc, vous avez la possibilité en tant que prof de préparer des trucs sans les partager tout de suite, évidemment. Donc, l'élève ne le verra pas. Donc, à quoi ça ressemble cette fenêtre-là? Premièrement, il y a dans Google Classroom, on appelle ça des thèmes, mais dans le fond, c'est comme des catégories. Vous voyez que le premier, j'ai mis lien utile. Donc, pour mon module, je garderai des liens utiles en en-tête comme ça. Présentation de G Suite pour éducation, le drive et le travail collaboratif. Donc, si votre module, par exemple, vous donnez, je ne sais pas, un module de santé-sécurité, puis que votre module est séparé en 4 blocs, ben, vous pourriez faire 4 thèmes. Donc, vous faites créer thème en haut, puis vous donnez un nom, puis les thèmes vont être accessibles à gauche. Mais dans le fond, c'est des catégories. Donc, sont accessibles à gauche. On peut évidemment cliquer dessus pour entrer dans les détails de ce qu'il y a dans chacun des thèmes. Ici, on revient à tous les thèmes. Donc, ça, c'est une vue d'ensemble de tout ce qu'il y a comme documentation et travaux et devoirs disponibles dans notre module ou dans notre cours, dans notre classe, dans notre formation. Donc, c'est juste pour catégoriser, segmenter, dans le fond, l'intérieur de notre module. Il y a possibilité de faire des drag and drop. C'est quoi en français, drag and drop, là? En tout cas, il y a possibilité. Déposer. Ouais, glisser, déposer, exact. Ouais. Donc, on peut prendre un thème puis le déplacer, dire, bon, lui, je veux qu'il soit en haut, lui, je veux qu'il soit en bas. 3 petits boutons à droite, on peut le déplacer vers le haut, vers le bas. Donc, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire. Vous voyez, copier le lien. Donc, il y a un élève, hey, je trouve pas telle affaire. Il devrait pas, là, mais vous pouvez faire copier le lien puis le donner, puis il va tomber directement dans la bonne section. Supprimer, renommer, etc. Donc, c'est la gestion des thèmes. À l'intérieur de ces thèmes-là, donc de ces catégories-là, ben là, on retrouve le contenu. Si on clique sur le bouton « Créer » en haut à gauche, là, probablement que vous ne l'avez pas, vous, du côté des élèves. Donc, il y a quand même une couple de contenu qui peut être créé, de type de devoir, exact. Donc, devoir, questionnaire, question, documentation, réutiliser le post, puis la création, dans le fond, des thèmes. Création des thèmes, on s'entend que c'est pas mal fait. Je pense que je vais y aller de bas en haut parce que les 2 derniers sont bien intéressants, là, avant de tomber dans les questionnaires et les devoirs. Réutiliser un post. Ça, particulièrement en FP, ça va être utilisé puis ça va être bien pratique. Au début, j'ai mentionné qu'en FP, moi, je vous conseille pas, encore là, c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez, là, mais je vous conseille pas de traficoter votre utilisation de Classroom en pensant que vous allez vous simplifier la vie. Je vous m'explique. Vous donnez le même module 3 fois dans l'année, vous dites, je vais en créer un, puis je vais tout inviter tout le monde. Faites pas ça. Puis je vous explique pourquoi. Parce que premièrement, votre classe va être grosse. Puis le 3e groupe, quand vous allez inviter, puis peut-être, mettons, en mars, quand vous allez inviter votre 3e groupe à l'intérieur de votre classe, ben les 2 autres groupes vont être encore là. Donc, il va y avoir plein d'informations qui vont s'entremêler. Les questions sont pas nécessairement les mêmes d'une classe à l'autre. Probablement que vous avez... il y a peut-être un élève qui vous a posé une question lors de la première fois que vous avez donné le module concernant tel devoir. Vous avez mis le devoir à jour, donc la question est désuète, puis ça reste là. Donc, prenez l'habitude, quand vous avez une nouvelle classe, de partir une nouvelle classe dans Classroom. Ça va épurer l'interface pour commencer à neuf, c'est une nouvelle classe, mais il y a possibilité d'utiliser des anciens posts. Donc, quand on dit des posts, c'est des publications, ça peut être des devoirs, des questionnaires, peu importe. Tout le contenu que vous avez déjà utilisé et publié dans d'autres classes est encore disponible. OK? Fait que vous ne faites pas le travail en double puis en triple. C'est ça qui est quand même bien fait. Donc, si je fais réutiliser le post ici, OK, vous voyez que j'ai d'autres classes. Vous avez vu tantôt, quand j'ai ouvert mon Classroom du côté enseignant, j'avais quelques classes, je pense que j'en avais 4. Ben là, il y en a encore plus parce qu'il y en a qui sont archivés, que j'ai terminé, que je n'utilise plus, mais ils sont encore accessibles. Donc, je pourrais aller cliquer sur une autre classe, puis là, il va m'afficher tout ce que j'ai
fait dans cette classe-là. Donc, il y a de la documentation, il y a des quiz, en fait, peu importe le type de questions ou de questionnaire ou de ressources que j'ai déjà utilisées sont encore là. OK? Donc, on le sait, ce qu'on a déjà partagé aux autres groupes, puis donc, ça nous permet de le repartager en 1 ou 2 clics. OK? Donc, vous ne sauvez pas de travail, vous ajoutez du travail si vous essayez de faire des grosses classes ou allez-y, une classe ou un module, ben, c'est même pas un module. Si vous donnez le module 2 fois, créez 2 classes différentes. Puis ça va créer aussi un sentiment d'appartenance à vos élèves. Ils vont se sentir dans leur classe. Ils ne seront pas avec plein d'étrangers puis plein d'informations qui sont mêlées. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça, réutiliser le post. C'est très, très, très pratique, particulièrement pour des classes en FP. Là, je viens de voir une question, mais je n'ai pas eu le temps de la lire. L'enseignement individualisé. Oui, en fait, c'est parce qu'on se questionne sur la réinitialisation des élèves, justement, puis on est en enseignement individualisé. Donc, les élèves entrent et sortent des modules à différentes dates. Fait que dans le fond, si on a un si on a un classroom par module, on peut intégrer puis retirer des élèves, puis on peut leur attribuer des travaux individuellement. Donc, on est capable d'aller différencier notre approche là, si on a, dans l'optique où on aurait créé un module, un classroom pour chacun des modules. Oui, c'est vrai que j'ai pas spécifié pour cette réalité-là. Mais c'est ça, vous pouvez retirer des élèves. Une fois qu'ils ont terminé, vous voyez là, dans la liste des élèves, vous cliquez sur 1, 2, 4, 6 élèves, puis vous avez action en haut. Vous pouvez envoyer un courriel, retirer l'élève, vous bloquez les posts, les commentaires s'il y en a un qui est récalcitrant. Ouais. Donc, vous pouvez retirer. C'est sûr que en fait, là, ça va être à vous de voir si ça devient trop bordélique, peut-être d'en repartir un plus tard. Mais probablement que vous êtes capable de faire au moins 1 an. Mais moi, en tout cas, mon réflexe, ça serait au moins une fois par année, repartir une nouvelle classe. Je peux réutiliser mon contenu juste pour pas qu'un nouvel élève rentre d'une nouvelle classe puis c'est déjà surchargé de contenu. En fait, ça va être à vous de voir, mais essayez de garder ça simple pour vos élèves. Je comprends qu'en individualisé, c'est une réalité un petit peu particulière, mais Classroom fonctionne très bien. Vous allez pogner des trucs à force de l'utiliser. Fonctionne très bien pour l'individualiser. Je veux faire une parenthèse parce que là, je viens de voir envoyer un email. Ceux qui étaient avec nous mardi, vous rappelez qu'on a discuté des courriels. Donc, dans la suite Google Éducation, G Suite Éducation, avec le domaine CS Capital, on n'a pas accès à Gmail, qui est l'outil de courriel de Google, qui fit avec tout l'ensemble. Pourquoi? Ben, parce que le serveur de courriel est configuré avec Microsoft. Donc, c'est Outlook qu'on doit utiliser pour faire la communication avec les élèves. Je sais que ça peut être un irritant un peu, mais c'est quand même pas si pire. Donc, mais ce que ça amène, un des irritants, c'est ça ici. Ces actions-là d'envoyer un courriel directement à un élève ou même à un tuteur légal, vous pouvez pas le faire directement dans Classroom. Parce que Classroom, lui, il dit « OK, tu vas envoyer un courriel », il se tourne de bord, il veut ouvrir Gmail, puis Gmail n'est pas là. Fait qu'il dit « Bah, ben, ça marche pas ». Mais il n'y a rien qui vous empêche de garder votre liste d'élèves dans Outlook, puis de communiquer par Outlook. Puis si jamais il y a des infos sont applicables, ça va bien fonctionner. C'est comme si on avait un outil de courriel à côté de notre Classroom. Classroom va fonctionner avec toutes les autres fonctionnalités, toutes les autres apps, dans le fond. Agenda, Drive, toute la suite Office, etc. Quand je dis Office, c'est celle de Google, là. Documents, feuilles de calcul, puis présentation. Il va fonctionner avec tout sauf Gmail parce qu'on ne l'a pas. Donc, ça peut arriver à un moment donné que vous voyez qu'il y a des petites limitations parce que Gmail n'est pas intégré. Mais ça fonctionne bien pareil. Là, on serait rendu à la documentation. Je monte, je vais essayer de faire ça vite. Il était 37. Ouais. Donc, documentation. Si je clique là-dessus, je donne un titre, une description. Documentation, c'est tout ce que, tu sais, par exemple, un PDF, une vidéo, n'importe quoi. Donc, tout ce qui est du matériel comportant des informations importantes à transférer à vos élèves. Donc, un titre, une description. Vous avez 2 boutons en bas, ajouter. Donc, vous pouvez ajouter un fichier Google Drive qui est déjà dans votre Drive, un lien, un fichier qui vient de l'externe qui n'est pas dans votre Drive. Ça peut être utile, mais généralement, c'est bien que le contenu soit dans le Drive. Un lien YouTube. Vous pouvez créer un nouveau document.
Donc, si vous faites créer, ça fait la même chose que si vous ouvrez Google Doc, vous créez un document, puis après, vous faites ajouter, puis vous allez pointer sur le document que vous avez fait au préalable. Ben ça, c'est un raccourci. Vous ouvrez documentation, vous créez ça, vous faites Doc. Ben Doc va ouvrir à l'intérieur de Classroom, vous faites votre document, vous le refermez, puis vous pouvez le partager directement. Donc, c'est des raccourcis. À chaque fois que vous allez partager quelque chose dans l'onglet Travaux et devoirs, vous avez la possibilité de partager dans une ou plusieurs classes. Donc, je reviens à mon exemple. Si vous donnez le même module à 2 groupes différents en même temps, ben ça peut être intéressant de dire, bon, ben je partage un vidéo YouTube que je veux à titre informatif à ma classe. Ben vous allez le faire à seulement un endroit, mais vous allez cocher 2 cours. Donc, 2 modules différents. Ça va se faire directement des 2 côtés. Puis, il y a toujours moyen de sélectionner à qui je le partage. Par défaut, c'est à tous les élèves. Puis, vous décidez ici dans quel thème vous l'envoyez. Les thèmes, c'est mes catégories dans la page Travaux et devoirs. Donc, si par exemple, je veux bon, on va faire un exemple. Mettons, je sais pas moi, documentation, Classroom. Mettons que j'aurais un PDF. Ben là, je l'ai pas, là, mais je ferais ajouter un lien ou un fichier que je pourrais joindre, Classroom. Je vais faire une description. OK, je le partage à tous les élèves dans cette classe-ci, puis je le mets dans le lien utile, donc dans le thème. Vous vous rappelez de cette flèche-là, j'ai possibilité de publier, programmer ou enregistrer en brouillon. Je vais le publier tout de suite. Ils viennent d'apparaître, documentation Classroom dans lien utile. Si je me suis trompé, il y a moyen de le changer de place sans problème. Donc, on le prend, on le glisse, déposer. Il y a les 3 petits points à droite là, qui permettent aussi de modifier, donc de le réouvrir et de le partager. Donc, ça fonctionne quand même assez bien. Donc, ça, c'est de la documentation. Donc, une bonne pratique, c'est de créer un thème qu'on peut garder en haut puis qu'on met toute notre documentation. Donc, si vous avez des PDF, des notes de cours, peu importe, vous mettez tout ça là. Puis ça va être disponible. Je fais une parenthèse, là, je vais essayer de parler plus vite un peu. Là. Juste une parenthèse sur les Google Sites tantôt. Si vous avez 50 PDF, oui, vous pouvez les mettre un par un dans votre Classroom, mais c'est pas nécessairement évident. Donc, si par exemple, c'est des fiches de spécification ou des documents qui sont utilisés par l'ensemble de votre département ou de votre module, ben un Google Site peut être pratique. Donc, vous faites un site, vous mettez toute votre documentation, vous classez ça comme il faut. Puis, dans lien utile, en fait, vous faites créer documentation, puis vous mettez le lien de votre Google Site, puis vous l'appelez Google Site, ou vous l'appelez le nom site documentation, vous l'appelez comme vous voulez finalement. Là. Mais l'élève va cliquer là-dessus, puis il va tomber sur votre Google Site, puis toute la documentation va être là. Donc, c'est à vous d'essayer de garder ça épuré, que ça soit pas trop chargé dans votre Classroom, mais c'est là que Google Site peut être un outil bien pratique. Question, donc créer une question. Une question, c'est une question avec une réponse courte ou un choix multiple. Souvent, c'est juste pour sonder. Puis tu sais, ça fait partie de la vie d'une classe, là. Il se passe de quoi? Il y a un reportage à la télé qui parle de quelque chose que vous avez vu en classe. Avez-vous vu tel reportage? Vous pouvez mettre un lien. Qu'est-ce que vous pensez de ce reportage-là? Ou je sais pas, moi, vous voulez sonder vite, là, combien d'entre vous voulez qu'on fasse telle activité à tel jour ou tel jour. Donc, vous posez votre question, vous pouvez mettre quelques instructions. Vous pouvez toujours joindre des fichiers ou créer des fichiers, ils sont toujours là, ces 2 boutons-là. Donc, vous demandez soit une réponse courte, donc un peu de texte, ou un choix multiple. Vous allez définir vos choix. Toujours même affaire, vous partagez à qui vous partagez, donc les élèves, les classes. Les points, ben, vous pouvez dire pas de notes, c'est juste une question pour sonder. Vous pourriez mettre des points si vous voulez, donc une question de temps en temps qui vaut un certain nombre de points. On s'entend qu'en FP ou en FGA, je pense pas que ça soit utilisé. Date limite, donc toujours possibilité, dans toutes les formes de devoirs, il y a des dates limites. Donc, vous décidez, bon, ben, ce que je viens de vous proposer. La question que je viens de vous poser, mais les autres types de devoirs, c'est la même chose. Vous mettez une date limite, vous la classez sous un des thèmes. Les élèves peuvent répondre aux autres élèves. Donc, est-ce que vous permettez une discussion entre élèves à ce sujet? Ils peuvent modifier leur réponse. Donc, c'est à vous de voir. Vous publiez, ou vous programmez, ou vous enregistrez le brouillon, vous faites ce que vous voulez. Donc, voyez-vous cette question? Je vais mettre un choix. Donc, oui. On. Donc, ça, c'est comme la forme de devoir la plus simple. Une question. That's it. Donc, je publie.
Je ne l'ai pas mis dans un thème. Vous voyez qu'elle est flottante en haut, là. Donc, elle est dans aucune section. Si vous allez dans flux, on devrait avoir une nouvelle qui nous dit, voyez-vous cette question? Donc, s'il vient de se passer quelque chose, l'élève va être mis au courant. Là, je n'ai pas réalisé que j'avais mis une date limite, là, mais vous voyez qu'à gauche, il est marqué à remettre demain. Voyez-vous cette question? Donc, vous devriez voir ça du côté des élèves aussi. Questionnaire. On ne rentrera pas dans les détails parce qu'il y a une formation, je crois qu'elle est... Non, elle n'est pas demain. Je pense qu'elle est 4. L4, il me semble, de mémoire, oui. Il y a une formation spécifique sur Google Classroom, mais pas Classroom, Google Form. Vous voyez que j'ai cliqué dessus pour créer un nouveau questionnaire. Il m'a créé Blank Quiz, un Google Form automatiquement. Donc, c'est ça que je vous dis que Classroom gère ce qui se passe en arrière. Fait que là, présentement, il y a un Google formulaire dans mon Drive qui vient d'être créé. Je peux changer ou travailler ici, mais il est quand même sauvegardé dans mon Drive en arrière. Puis je peux aller l'ouvrir directement dans le Drive aussi. Il n'y a aucun problème. Les paramètres de partage sont aussi gérés par Classroom. Donc là, Classroom sait qu'on est d'une classe, puis que vous êtes l'enseignant, donc vous pouvez modifier le formulaire, le questionnaire, mais que les élèves peuvent seulement le remplir. Donc, tout ça a été fait automatique en arrière. Toujours les mêmes paramètres pour la publication. Puis le dernier, c'est devoir en haut. Ça ressemble beaucoup. C'est un peu le même truc, mais c'est pas nécessairement un questionnaire dans Google Forms. Ça peut être, par exemple, vous ouvrez un document Google Doc, qui est l'équivalent de Word. Vous écrivez des consignes, etc. Vous, mettons que... Je vais le créer dans Doc. Il va créer mon Doc automatiquement. Vous voyez, il m'a ouvert un onglet. Mon Doc est créé. Je peux travailler dedans comme si je travaillais normalement, sauf qu'il est directement lié dans mon Classroom. Puis, il y a une affaire qui est bien le fun, puis il faut absolument que j'en parle. C'est ça ici, la petite liste à trois options dans ce devoir-là. Donc, j'ai créé un doc, j'ai mis des questions, je partage ça à ma classe. Qu'est-ce que je peux faire avec ce doc-là? Comment je configure mon devoir? Consultable par les élèves. Consultable par les élèves, ça veut dire ils vont avoir un accès en lecture seule. Ils vont voir le document que je viens de créer, mais ils peuvent pas le modifier. Donc, probablement que dans mes instructions, je vais écrire partez-vous un nouveau document, faites vos affaires, puis vous ferez rendre de votre côté pour le remettre après. Donc, mon document est seulement consultable par les élèves. Modifiable par les élèves. Donc, le document que je viens de créer avec mes consignes, je permets à tout le monde d'écrire dedans. OK? Oui, ça peut devenir bordélique, mais dans certaines situations, ça peut être le fun. Un travail collaboratif de classe. On espère que tout va bien se passer puis qu'il y en a qui effaceront pas ce que les autres ont fait, malgré que tout ça est disponible dans l'historique des versions. Mais donc, tout le monde a un free for all. Tout le monde écrit dans le même document. Puis, vous voyez la troisième option qui est quand même magique dans Classroom, c'est faire une copie par élève. Puis, c'est pas à vous à le faire, c'est Classroom va s'en occuper. Donc, si je clique là-dessus, le document avec mes consignes va être partagé en écriture. Donc, ça veut dire que les gens vont pouvoir écrire dedans, mais tous les membres de ma classe vont avoir leur document. Puis ça se fait automatiquement dans Classroom. Donc, je fais mon document de base avec mes consignes, je le partage à l'ensemble de ma classe. Dans le fond, c'est une photocopieuse, là. Chaque élève a mon document, remplit son document. Donc, leurs documents vont être créés dans le Drive, le dossier de Classroom de ma classe, avec le nom des élèves. Ils vont tous être un à côté de l'autre. Si j'ai 22 élèves, je vais avoir 22 fichiers. Puis quand ils vont le rendre, ben moi, ça va m'avertir du côté de l'enseignant. Puis je vais avoir tous ces documents-là à ouvrir un par un, puis à corriger, puis que je peux rendre après. Même si vous ne mettez pas de notes, vous pouvez les ouvrir, les commenter, les rendre à l'élève. L'élève les reçoit, pourrait le modifier, puis si vous donnez des consignes pour dire tu n'as pas fait telle section, tu devrais la faire, etc. Donc, il peut y avoir un échange entre les deux. Faites une copie, c'est ça, par élève. Donc, ça, c'est vraiment le fun là, pour dans Classroom. En passant... Daniel, un peu. Oui, vas-y. Mais en fait, je voulais juste pas que tu le fermes, je voulais que tu le publies, ce devoir-là, pour que les gens ils le voient, parce qu'on a des questions là, sur comment on fait pour voir les devoirs, et comment. Fait que publie-le, celui-là, s'il te plaît, pour que je vais y donner nos 40 quelques élèves puissent le rendre. Oui. Donc, devoir numéro 1, mettons. Je peux écrire bonjour dedans. Bonjour.
En fait, j'ai même pas besoin. Non, tu le partages pas, tu le fermes avec ton X. Donc, ouais, c'est ça. Je peux le fermer ou le laisser ouvert. Ouais. Donc là, il va se mettre à jour éventuellement. Publier. Donc, je publie pour tout le monde. J'ai pas mis un thème, donc il va être flottant en haut dans la liste de travaux et devoirs. Donc là, si on rafraîchit la page dans la section travaux et devoirs, là, il va apparaître, en fait, même pas besoin de rafraîchir, mais peut-être, là, il va apparaître là. Fait que là, comme là, tu peux cliquer dessus, Daniel, si tu veux. Ouais. Si on clique dessus, devoir 1, là, l'élève, il voit ça. Dans le fond, l'élève va faire afficher le devoir. Là, on voit que le devoir a été remis par aucun élève, puis qu'il a été attribué à 41 élèves. Donc, il a été attribué à l'ensemble des élèves du cours. Puis l'élève fait afficher le devoir, il va cliquer sur le doc, il va pouvoir entrer. Puis, là, c'est ça. Là, les gens ont compris comment le remettre. Fait que là, exact. Donc, il y a 2 personnes. Là, on a des devoirs c'est ça. Fait que c'est par là qu'on peut aussi aller voir. Je me permets, Daniel, parce qu'on avait des questions dans le chat tantôt. C'est par là, si, Daniel, tu cliques sur 2 remis, là, on voit quel élève a remis les devoirs. Fait que là, on arrive comme dans l'onglet devoirs des élèves. Dans le fond, c'est ça. Fait que là, on voit à qui ça a été attribué, qui l'a remis. Puis, si Daniel cliquait, par exemple, là, c'est ça. Là, vous les voyez rentrer. Fait que si on veut rentrer dans chacun des documents des élèves, on peut y aller. Puis par Google Doc, on peut aller ajouter des commentaires, on peut annoter, on peut aller retravailler avec l'élève. Puis Daniel, si tu choisis un élève qui l'a remis, par exemple, puis tu cliques à côté de sa note, tu es allé plus vite que moi. Là, on peut rentrer dans un devoir. Ouais. Fait que là, on pourrait attribuer une note, mais si tu fais rendre, là, on va, c'est comme si le prof rendait le devoir à l'élève qui a une note. Si on mettait une note, on rend la note en même temps. S'il n'y a pas de note, on rend le devoir. Puis là, l'élève va recevoir ça dans sa liste de travaux, puis il pourrait nous le rendre à nouveau s'il voulait. Un élève qui s'est trompé, qui a rendu son devoir trop vite, peut annuler aussi sa remise. Donc, il l'annule, puis après ça, il peut recommencer, là, il peut retourner travailler dans son devoir, puis il peut le rendre à nouveau. Le principe, c'est ça, c'est qu'il y a eu le partage par l'enseignant, l'élève le reçoit, le fait, le rend, l'enseignant va être mis au courant. Il y a moyen d'entrer les notes soit manuellement ici ou directement dans le devoir lui-même. Donc, vous voyez que quand on dit que Google Documents est intégré dans Classroom, c'est de ça qu'on parle. Là, lui qui était, mettons, Martin Boucher a écrit bravo dedans. Non, ça doit être un commentaire. Ouais, c'est ça, il a mis un commentaire sur le travail. Il y a moyen aussi qu'il y ait un dialogue en format commentaire entre le prof et l'élève sur un devoir. Donc, si je l'ouvre, il y a moyen que je mette une note ou non directement dedans. Mais vous voyez que ça, c'est l'interface de Google Doc qui est intégrée qui a des nouvelles options. OK? Donc, puis c'est normal. Fait que là, si je fais rendre, donc tout se passe dans Classroom. Benoît, il se demande, si un élève, là, si la date est passée, de mémoire, là, dans les tests qu'on a fait, l'élève peut le remettre quand même, mais c'est écrit, je pense, remis en retard. Là. Ouais. Puis, je me demande si des fois, ça ne devient pas bloqué. En tout cas, il faudrait vérifier comme il faut. Là. Quand un élève a remis un devoir, que la date est passée, si on a mis, mettons, 2004 heures, l'élève l'a remis, une fois qu'il l'a remis, il ne peut plus aller rejouer dedans. T'sais, il peut plus, une fois que la date est dépassée, en fait, là, l'élève, il ne peut plus aller le remodifier. Là. Ouais. Il y a toujours moyen d'être un petit peu plus souple pour l'enseignant. On peut changer la date. Là. Ouais. On peut changer la date de remise. Donc, OK, je vais vous donner 2 jours de plus. Donc, c'est vraiment comme une classe standard. C'est les mêmes réalités. Je fais une petite parenthèse pendant que je l'ai devant les yeux. L'image qu'il y a là, vous pouvez la changer. Là. Vous pouvez choisir des thèmes avec des thèmes qui ont déjà été faits. Vous pouvez importer des photos. Il n'y a pas de problème. On a-tu fait le tour de ça? Donc, devoir questionnaire, c'est toujours là, un peu la même philosophie, peu importe le type de devoir que vous allez utiliser. Vous voyez que dans la page travaux et devoirs, il y a 2 boutons en haut, là, Google Agenda, puis dossier Drive associé au cours. Le dossier Drive, vous pouvez y aller manuellement, mais si vous cliquez dedans, vous allez tomber dans votre Drive. Puis, dans votre Drive, dans votre disque, Google Drive, dans la racine de votre disque, vous allez avoir un dossier Classroom. Puis dans Classroom, vous allez avoir, mettons, je clique dessus, là, vous allez avoir tous vos modules. OK? Vos modules, vos classes que vous avez créées. Si vous avez donné le même module à 3 classes différentes, vous allez avoir les 3. Donc, tout ce que vous faites est là. Puis quand vous terminez un module, puis vous décidez de vous archiver tout ça, tout reste là. Ça va disparaître de votre environnement Classroom pour faire du ménage, mais vous n'avez rien perdu. Tout reste là. Donc là, la formation G Suite, si on rentre dedans, vous voyez, j'ai un dossier devoir 1, j'ai un dossier
template, j'ai mon blank quiz puis mon devoir 1 que j'avais fait tantôt. Donc, si je vais dans devoir 1, en fait, le devoir 1, ça, c'est mes instructions. Puis si je vais dans le dossier, ben voici tous vos travaux. Puis ils ont tout été nommés avec votre nom, j'ai rien fait. Donc, ceux que leur nom est identifié comme propriétaire, c'est parce que vous avez écrit de quoi dedans. Moi, c'est parce que vous avez rien. C'est encore mon document, vous avez rien écrit dedans. Mais vous voyez que tout est là. Il n'y a pas de problème à aller récupérer des trucs. Tout est là en arrière, mais j'ai pas besoin de gérer ça, les droits de partage, tout se fait automatiquement. Puis l'autre, c'est le Google Agenda. À chaque fois que vous avez créé une nouvelle classe, dans Google Agenda, vous allez avoir un nouvel agenda qui va apparaître. Donc, je vais juste afficher, mettons, seulement cet agenda-là. Donc, voici l'agenda de notre classe qui est disponible pour tout l'ensemble de la classe. Donc, sur leur téléphone, les jeunes peuvent voir ça aussi. Puis, vous voyez que demain, la question que j'ai posée tantôt était, il y a une date limite, c'est demain. Bien, tout le monde va le voir ça aussi. Donc, cet agenda-là a été créé automatiquement puis a été partagé automatiquement à l'ensemble. Donc, les droits d'accès pour l'ensemble des élèves ont été bien définis. Si je reviens dans ma classroom, ben ce bouton-là est disponible pour l'ensemble des élèves, puis ils peuvent aller consulter votre agenda. On a-tu oublié des points, Karine? Non, je pense que non. Peut-être juste dire, il y a eu des questions là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des trucs qui ont été montés dans Word. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est possible d'aller intégrer ces documents-là dans notre Drive puis d'aller les linker après ça dans nos devoirs. Est-ce que si je veux, c'est ça, fait que puis je peux aller chercher un fichier Word qui est sur mon ordinateur aussi. Évidemment, là, on l'a dit dans la formation Google de mardi, ça se peut que la mise en page, s'il y a des tableaux, des images, puis tout ça, ça se peut que ce soit un peu défait là, quand l'élève va l'ouvrir. L'idéal, c'est de prendre l'habitude de créer des Google Docs, mais quand notre stock est déjà monté dans Word, on ne recommence pas nécessairement tout au complet. Là, on fait ça petit à petit. On met les Word, puis Google permet maintenant d'ouvrir des documents Word plus facilement. Donc, on s'en sort. Je vous dirais que si jamais vous avez créé un Word, mais que le but principal de ce document-là, c'est de transmettre de l'information, c'est pas un questionnaire, c'est pas quelque chose qui va être modifié, je vous dirais, ouvrez-le dans Word, puis enregistrez-le en PDF, puis partagez-le. Fait que vous ne perdrez pas votre mise en page, vous ne perdrez pas votre contenu, les images vont être parfaites, tout va être correct, puis la job va se faire parce que votre document va être bien partagé. Comment je dirais ça? Le format d'éditeur de texte, entre autres Word, c'est pas un format, je sais que tout le monde fait ça, là, mais c'est pas un format qui est fait pour être partagé. Puis vous l'avez sûrement déjà vécu. Quelqu'un dans votre organisation crée un document Word, vous l'envoie par courriel, vous l'ouvrez, vous n'avez pas la même version de Word, la mise en page est tout croche. Ben, c'est pas fait pour du partage d'informations, un traitement de texte. C'est fait pour créer puis éditer un document. Mais quand vous voulez partager un document puis que vous voulez plus qu'il bouge, créez, enregistrez-le en PDF, vous n'aurez jamais de problème. Si jamais c'est un document qui est, contrairement à juste du partage d'informations, mais qui va devoir être modifié ou complété par des élèves, ben, ça vaudrait peut-être la peine de l'ouvrir dans votre Drive, dans Google Docs, dans le fond. Vous allez peut-être voir une couple de modifications dans la mise en page, jouer dessus pour l'ajuster comme il faut, puis là, vous allez être correct, puis vous pouvez l'intégrer facilement dans Classroom, puis tout le monde va pouvoir l'utiliser, puis le compléter ou peu importe. Ça va être une bonne habitude de commencer à mettre vos documents dans Google Documents. Oui? J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut manipuler d'autres genres de fichiers? C'est-à-dire, nous, on enseigne, par exemple, la comptabilité et on a des fichiers simples comptables. Mm-hmm. On a des fichiers déclaration de revenus. Les élèves vont aller prendre un original, faire un travail et retourner la copie après. Est-ce qu'on peut déposer ça quelque part? Comment l'élève peut retourner les fichiers une fois qu'il a travaillé dedans? Évidemment, lui, il ne faut pas qu'il modifie l'original. Ben, il faut pas qu'il modifie l'original. C'est sûr que là, c'est pas un format Google. Il y a toujours moyen de joindre un fichier. Donc, vous faites votre devoir, vous donnez vos instructions, vous mettez un fichier d'un autre format, simple comptable, par exemple. C'est sûr que l'élève va avoir le fichier de simple comptable. Puis là, ben, c'est pas Google qui va gérer. Tu sais, vous venez de donner le fichier. Donc, lui, il va le télécharger, puis il peut travailler dedans. Là. Il va le modifier. En fait, il peut le modifier. Mais l'élève fait ce qu'il a à faire. Il peut en créer un nouveau. Si c'est ça vos instructions dans votre devoir, il crée un nouveau fichier, fait son devoir, enregistre son fichier. Puis, il y a toujours la possibilité pour l'élève aussi de joindre un fichier quand il rend son devoir. Donc, il va faire la même affaire. Il va faire joindre
là, je dis joindre, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais la petite trombone, puis il va envoyer son fichier à lui, puis vous allez le recevoir. La différence, c'est que c'est pas justement géré par Google parce que c'est pas des fichiers de Google, mais ça fonctionne. On l'envoie, il se passe quelque chose là-bas, puis lui, il nous le renvoie. Donc, la première fois qu'on le fait avec une nouvelle classe, peut-être que ça va avoir un petit peu d'adaptation, mais les élèves devraient le pogner assez vite. OK. Puis, autre question, on peut gérer notre classe individuellement, c'est-à-dire qu'on peut inscrire un élève, désinscrire un seul élève à la fois? Oui. Oui. Bon. Donc, pour ajouter, vis-à-vis élève, pour ajouter, on a le petit bouton ici, on ajoute un courriel, on ajoute une personne. Puis, s'il y a une personne, no offense, Martin Boucher, donc si je clique dessus, non, c'est ici. Si je sélectionne quelqu'un, puis dans Action, je vais en retirer, ben je viens de l'enlever. Donc, quand nos groupes bougent pendant la session, là, il y a pas de problème, notre classroom peut suivre de façon instantanée. Nous, on est en individualisé, tout bouge tout le temps. Ouais, j'imagine. C'est des fonctions que vous allez utiliser souvent. OK. Puis est-ce qu'on a un avertissement? Nous, là, bon, par exemple, moi, j'enseigne simultanément 12 compétences différentes. OK. Simultanément. Donc, imaginons que c'est 12 classes, si je comprends bien. Je vais avoir un pop-up pour chacune des classes quand un devoir va être déposé. Je vais voir comment ça va fonctionner pour que je sache, là, lui a déposé dans cette classe-là, lui a déposé dans cette classe-là, ou il faut que je fasse une tournée de tout. Non, mais... Excuse, je voulais pas couper la parole, mais en fait, par défaut, il y a des notifications dès qu'il y a de l'action dans un des cours. Donc, on reçoit une notification par courriel. Si on a l'application Classroom qui est connectée sur notre appareil mobile, on va recevoir une notification aussi. Puis là, Daniel est en train de montrer à l'écran, ça gère ça, soit cours par cours. Là. Je pense, Daniel, c'est pas dans les paramètres du cours. Je pense que c'est travaux affichés. Je pense que ferme avec ton X en haut à gauche, à côté de paramètres. Ouais. Moi, je passe par là. C'est ça, c'est des paramètres de Classroom, dans le fond. OK, on peut afficher des notifications là, quand quelque chose est déposé. Oui, c'est ça. Fait que dans paramètres en bas complètement, là, comme vous voyez, là, le Daniel, par exemple, c'est pour ça qu'en tout qu'il recevait plein de pop-up, parce que ça, ce sont les paramètres pour Classroom en général, donc pour tous nos cours. Puis si tu descends, Daniel, il y a des notifications propres à un cours, comme on pourrait désactiver. On peut activer ou désactiver pour des cours précis. OK. Merci. Peu importe le document, Lucie a dit, si c'est pas un document, peu importe, en fait, Lucie, dès qu'il y a une activité dans le cours, on va recevoir une notification pour nous aviser qu'il s'est passé quelque chose. Excellent. Je vous rappelle que ces paramètres-là ne sont pas dans le cours. Tu sais, on était dans un cours ici, c'est vraiment dans le menu principal paramètres. Exact. Donc là, c'est des paramètres généraux de Classroom. Puis sur un appareil mobile, c'est sûr qu'on n'aura pas tous ces choix-là, là, parce que là, on peut vraiment personnaliser les notifications qu'on veut recevoir. Sur un appareil mobile, il y a moyen de toutes les mettre à off. Là. Si vous ne voulez pas recevoir de notifications sur votre téléphone, mais que vous voulez les avoir sur une tablette ou sur votre ordi, ben vous les mettez à off dans l'application. Mettons que vous êtes sur iOS, sur un iPhone, ben vous allez dans les paramètres de votre iPhone, vous allez trouver Classroom, vous mettez les notifications à off, ben vous ne serez jamais dérangé. Je vous rappelle d'utiliser aussi les fichiers d'aide de Google qui sont encore plus complets que nos tutoriels. Nous, on aide les gens à démarrer puis de se retrouver dans tout ça, là, mais quand vous avez des questions bien pointues, là, dans l'aide de Google, c'est rare que en fait, ça arrive jamais. Tous les sujets sont couverts. C'est ça. Donc, à la prochaine. Merci d'avoir été là.